Les oliviers, c'est vrai. Au Béarn, il n'y en a pas, olivier. Bon. Donc, Marc Lassus, vous êtes praticien, vous êtes donc à la recherche de créateurs d'entreprises, vous êtes là pour apporter votre expérience. Est-ce que c'est difficile de trouver des partenaires en France? Est-ce que vous pensez que notre culture est aussi embryonnaire que ça? Et quelquefois, d'ailleurs, avec cette difficulté de parler argent, de se développer en cette matière, est-ce que vous croyez que l'esprit français ne peut pas quand même essayer de changer et de revenir vers cette entreprise? Merci de m'avoir invité, c'est flatteur. Mais je crains que vous le regrettiez parce que je n'ai pas l'intention d'être ni charmant ni modéré, comme vous avez dit, monsieur. Ce que vous avez dit, c'est très bien, mais quand vous vivez le combat, je dis bien le combat quotidien des petites entreprises, et je m'en occupe de 2 ou 3, et je vis tous les jours avec une qui fait le produit dont je vais parler à côté, croyez-moi, ce n'est pas facile. Vous avez parlé d'algorithmes mathématiques et tout ça, je suis d'accord avec vous, et ça viendra un jour, je dis bien un jour. Mais aujourd'hui, quand vous avez 200 € de débit à la banque, elle vous appelle. Vous n'avez pas la moindre dette, elle vous appelle, elle vous harcèle. Et c'est dramatique. Bon. Donc, alors je vais parler en bon paysan, mais un paysan qui a un peu voyagé, qui a quitté aussi le Béarn. Lorsqu'on parle d'industrie, mais ça c'est un peu mon... Oui, pas... Bon, je suis né à Orthez, Pyrénées-Atlantiques. À portée de fusil de Naï, enfin, ou à côté, où est né François Bayrou, mais bien plus tard que moi. J'ai passé toute ma jeunesse au Pays Basque. Mon père était instituteur, ma mère aussi. Et il y a eu la guerre. Hein, mon père était un des dirigeants de la résistance, avec des Espagnols immigrés, donc c'était des courageux. Ils s'en sont sortis. Et ensuite, j'étais à Lac. Donc j'étais un producteur de pétrole. Et de gaz. C'est vrai que la France a profité du gisement de... Et on a, le drame pour nous, c'est qu'ils ont trouvé creusé le premier puits de pétrole à 634 mètres, et c'était sous notre terrain de rugby. Donc il a fallu qu'on déménage le terrain de rugby. Dramatique. J'étais le conseil, comment dire, je tenais le registre de la commune de Lac, parce que la mairie était dans l'école, bien sûr, c'était un petit village de 432 habitants. Bon. Là-dessus, je suis allé à Orthez, qui est à côté, parce que mes parents étaient promus, et il a fallu que je poursuive mes études après. Donc j'ai quitté, je suis allé à Lyon. Et pourquoi à Lyon? Parce qu'il y avait une très bonne équipe de rugby aussi, qui s'appelait le Loup, et qui est en train de revenir dans le top 14. Bon. J'ai pas trop travaillé jusqu'à 22 ans, parce que je croyais que je travaillais pour mes parents. Bon, après, j'ai réalisé que c'était pour moi, et j'ai fait une thèse, et je suis allé aux États-Unis, et je suis tombé dans la potion magique de la puce. C'était le tout début de la puce, c'était le transistor au départ, ensuite le circuit intégré, ensuite les mémoires, les microprocesseurs, et j'ai eu la chance d'être, après un passage à Toulouse, d'être promu le patron de l'usine d'Écosse, où Motorola faisait la plus belle usine, où on faisait les microprocesseurs et les mémoires. Et c'est là que des ingénieurs de bulles sont venus nous voir, parce qu'ils avaient essayé chez nos concurrents, Intel, Texas Instruments, les Japonais, Sony, et les seuls qui ont cru à ce produit, qui était un produit portable sécurisé, qu'on voyait au départ dans une bague. C'est un produit qu'avait conçu un nommé Moreno. Personne ne voulait le faire, personne. Et avec deux techniciens, on a réussi à faire la première carte à puce au monde. J'ai essayé de convaincre des dirigeants de Motorola et de Bull de faire ça en grand volume en France. Ils ont fait l'erreur de mettre le Boston Consulting Group au boulot pour voir s'il y avait un marché. Ils sont revenus en disant il y aura peut-être 100 000 cartes à puce qui seront vendues dans le monde, dans le domaine de la sécurité. Et ils ne savaient pas que j'avais une commande de 15 millions de télécartes pour faire... Bon, c'était que la télécarte, bien sûr, mais c'était le début. Alors du coup, j'en ai eu marre. Avec l'aide de Thomson quand même, dans une friche industrielle, on a récupéré une vieille usine à Aix-en-Provence, c'est pour ça que je suis dans la région, et on a créé une société qui est devenue GEM+. On a été obligé de déménager pour des raisons de taille à Gémenos, c'est pour ça qu'on s'appelle GEM. Hein, et là, on a eu la chance de devenir leader mondiaux. On avait 40% de part de marché, des milliards de cartes, et le bonheur, c'était la carte SIM, vous êtes toutes et tous étaient nos clients, plus la carte vitale, etc. J'ai pas eu de chance, j'étais naïf, je n'étais qu'un ingénieur. On a laissé entrer des Américains au capital. Et alors là, ça a été une guerre effroyable. J'étais laminé. Ils ont réussi à faire
un pacte avec des Allemands qui étaient vous parliez de voitures tout à l'heure, j'ai cité une marque. La famille Quant était mon principal actionnaire, c'est BMW. Eh bien, il y a eu une association et la CIA derrière ça, personne, je ne croyais pas, j'étais le dernier de croire, mais cette société, il y a eu une tentative de contrôle par la CIA. Pourquoi? Un seul exemple. Nous avions à peu près 1 milliard de clients sur le téléphone portable, la carte SIM, donc 450 millions de Chinois. Et toutes les données étaient chez nous. Pourquoi? Parce que les opérateurs télécoms, ils ne savaient pas distribuer ces cartes. Ils savaient pas, on avait tout, les codes confidentiels, tout venait de chez nous. Et alors, et Ben Laden utilisait le téléphone. donc voilà, bon, alors j'ai été... Ah, oui, une fois ils auraient pu l'avoir, hein, ou 2, 3 fois même. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est le passé. J'ai été naïf, mais c'est une bonne leçon. J'en ferai d'autres erreurs, mais celle-là, je ne la referai plus. Depuis, je suis resté dans la région d'Aix-en-Provence et je m'occupe de plusieurs entreprises, dont une, c'est celle dont je vous parlais. Et je ne suis pas là pour donner des leçons. Je pense que la première qualité qu'il faut avoir au-delà des produits bien conçus, en France on sait concevoir, de qualité bien sûr, c'est d'envisager tout de suite un marché mondial. Ça c'est un peu mon défaut, c'est qu'en étant dans les puces, les produits coûtent tellement cher au développement que si on n'envisage pas de les vendre sur le plan mondial tout de suite, ce n'est pas la peine, ou c'est très difficile. Donc il faut introduire dans la génétique d'une jeune entreprise dès le départ le fait que son produit, il faut qu'elle envisage de le vendre sur le plan mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éducation, il faut apprendre un peu mieux les langues. L'anglais, bon, ça va mieux, ça va bien mieux, mais enfin, l'anglais a été très très mal enseigné en France pendant longtemps. Apprenons le chinois, on est obligé de traiter avec eux. Il y a une expression qui dit « If you cannot beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les battre, faites avec eux, ne luttez pas contre le courant. Et c'est inéluctable. Les Chinois, on parle de coûts de main-d'œuvre, etc. Ils sont en train d'investir à mort dans la robotique. Ce n'est plus le coût de la main-d'œuvre qui a fait la différence. Ce n'est plus le problème de qualité. Ils commencent à savoir gérer la qualité. C'est qu'ils savent s'intégrer, ils savent progresser, ils savent aller à toute vitesse. Bon, donc, j'avais comme modèle à l'époque 3 sociétés européennes. Vous allez être surpris. Quand j'ai créé la société carte à puce, c'était BIC. Pour moi, c'était un modèle d'un produit qui n'avait pas une très grosse technologie, mais qui avait envahi le monde entier. Ensuite, c'était Legrand. Je ne sais pas si vous connaissez Legrand. Et ils sont encore très, très forts. Alors, ils ont peut-être été repris, etc. Et enfin, c'était mon ami Nicolas Hayek, qui était le patron de Swatch, avec qui on a fait des affaires. J'ai fait Hayek, oui, qui est mort il n'y a pas longtemps. J'ai fait 3 millions de Swatch avec une antenne à l'intérieur pour payer le ski à la volée. On faisait ce qu'on appelait le contactless avant tout le monde. Et maintenant, c'est quoi? C'est le téléphone portable qui nous permet et qui va nous permettre de faire les transactions. Et là, j'ai une petite entreprise que j'ai développée avec des amis de Singapour qui développe des plateformes pour faire le paiement par le téléphone portable. Ce que ignore Mme Midrac, c'est qu'elle nous a accompagnés, ou nous avait plutôt dirigés en Inde. Vous avez été avec mon associé, Nordi Nadjeri, il se rappelle bien de vous, je pense que vous vous rappelez d'eux. Donc, vous êtes allé nous aider en Inde pour essayer de commencer à faire la promotion de nos produits, mais c'était un peu tôt. Maintenant, bon, je suis venu ici pour vendre mes cravates, je ne suis pas venu pour rien. Vous avez un produit là, on parlait de parasol. Savez-vous que ce produit va être le parasol de demain, mais un parasol qui fera 10-15 mètres de long? À savoir qu'aujourd'hui, on a 2 éoliennes, celle-là c'est une toute petite, c'est une démonstration, encore qu'elle va être très vite en haut des pylônes autonomes pour éclairer avec des cellules photovoltaïques et des caméras de surveillance, et notamment pour la SNCF qui en a besoin, Madame Hydrac, pour les croix de Saint-André. Ils en ont marre de se faire voler le cuivre, etc. Et il y a des problèmes de sécurité. Donc, cette petite-là pourrait être mise en haut d'un pylône avec des panneaux photovoltaïques, une caméra de surveillance. On n'aura plus besoin de faire du génie civil ou de tirer des câbles de cuivre. La même chose pour les street lights, c'est-à-dire des systèmes pour éclairer, avec des diodes électroluminescentes, chinoises bien sûr, on n'a pas le choix. Mais on a un produit qui fait déjà 1,5 kW de puissance nominale, un autre qui fait 3,5 kW, qui est largement suffisant pour des particuliers, très bien pour les collectivités locales parce qu'on peut en mettre plusieurs. Et ce produit aujourd'hui, croyez-moi, c'est le meilleur au monde. Le meilleur au monde. Pourquoi? Attendez. Premièrement, il ne fait aucun bruit.
Les éoliennes traditionnelles ont un problème, c'est qu'elles font du bruit, elles cisaillent le vent. Là, le vent glisse dans la pale et il y a un effet d'aspiration au dos de la pale. Donc il n'y a aucun effet de bocage du vent et donc elle est totalement silencieuse, ce qui est un atout énorme. L'Angleterre en Grande-Bretagne nous dit si votre produit est silencieux, vous avez 30 à 40% de marché en plus. Bon, on est en train de se faire homologuer en Allemagne. Une autre qualité de ce produit, c'est qu'il est très solide. Sur une éolienne traditionnelle, toutes les contraintes sont sur le moyeu centre. Quand le vent est trop fort, soit ça casse, soit on la met en drapeau. Là, les pales sont aubanées. Et sur les plus grosses, évidemment, elles sont aubanées sur une longueur plus grande, enfin sur toute la longueur de la pale. Donc elle a résisté à 3 ouragans, enfin aux tempêtes. Klaus, à Toulouse, on en a 2 chez un restaurant qui s'appelle Courtepaille. On a résisté à Cynthia, on avait en Bretagne et dans l'ouest de la France. On a résisté aussi à Earl, qui était un ouragan qui est passé le long des côtes est américaines. Et on est les seuls à dire notre produit ne s'arrête jamais. Il s'auto-oriente face au vent. Ce sont les pales qui jouent le rôle de gouvernail. Et enfin, à égalité de diamètre, il fournit autant d'énergie, si ce n'est plus, et cette éolienne démarre à des vitesses de vent plus faibles. Donc, ce produit est en train de se faire homologuer en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Malheureusement, en France, c'est le marché le plus difficile, pour un tas de raisons. Toutes les conneries qu'on a fait, le photovoltaïque, excusez-moi, mais les électrons qu'on fabrique à le photovoltaïque aujourd'hui, on n'a pas le droit de les conserver. Enfin, si on veut que ce soit rentable, il faut vendre ça au réseau, ce qui est une hérésie. Ensuite, le photovoltaïque seul, sur le plan écologique, n'est pas formidable. J'ai fait des cellules solaires chez Motorola en Arizona il y a 45 ans. Les rendements n'ont pas tellement augmenté. En revanche, l'énergie pour les fabriquer est énorme. Et aujourd'hui, qui fabriquent ça, ce sont les Chinois. Avec quoi? Avec du charbon. Donc voilà le bilan écologique. Donc si vous voulez, le problème de cette entreprise-là, c'est le financement. Le capital risque, le mot risque doit être éliminé du vocabulaire français, en tout cas de ces gens-là. Donc on a travaillé uniquement avec des particuliers, des business angels qui ont investi. Les banques, on ne peut pas y compter. Là, je fais un appel du pied. Si aujourd'hui, j'ai mon carnet de commandes déjà pour les éoliennes, mais si vous voulez venir nous aider à faire un bridge, on est prêt. Bon. Et pour terminer sur le parasol, cette éolienne, on va évidemment avec des partenaires puissants, ça peut être Areva, ça peut être Alstom, etc. On va essayer de développer des éoliennes beaucoup plus puissantes, mais on ne peut pas utiliser le même concept, donc il faut les avoir sur un axe. Et on a le brevet du parasol, à savoir que lorsque le vent est très fort, on ferme le parapluie, et lorsque le vent est léger, on ouvre le parapluie. Et donc la boucle est fermée, donc bientôt vous aurez des parasols fabriqués en France. Merci, cher Marc Lassus. Je pense que